Est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi ce titre, Le sang et l'or du génocide? Il y a quel lien d'abord entre le sang et l'or? Lorsque vous parlez de l'or, c'est le sang, donc c'est l'or du sang, on pouvait dire. Et, Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus voilà. d'explications sur le titre? C'est-à-dire que le sang, c'est ce qui a coulé. Et il y a beaucoup de témoignages, surtout maintenant avec le recul, les témoignages sortent. Beaucoup de témoignages sont enrayés, mais il faudrait les sous-titrer, les traduire, ainsi de suite. Donc, beaucoup de témoignages sortent. Donc, il y a eu du sang de versé. Il y a eu comment on appelle Le ça témoignage, les témoignages qui disent quoi? Il y a eu massacre, il y a eu expédition il y a eu militaire, il y a massacre, eu il y a eu exécution. viol, il y a eu Oui. viol, il y a eu, ça c'est les éléments caractéristiques quand même du génocide. On a coupé les arbres, vous voyez, hein, ça dit que si vous connaissez ce qu'on appelle le poule, hein, On a donc détrôné les arbres, on a brûlé les villages, c'est ça? on a mis du poison dans les rivières, on a détolé les maisons, donc, et évidemment, et cela, et d'ailleurs, ça avait été à un moment donné, un grand combat. En fait, j'étais surpris par un appel d'une compatriote qui m'a dit, mais Maître Kunku, est-ce que vous savez que pendant qu'on était en train de chasser les laris de leur pays, de leur village, vous voyez, on avait envoyé des équipes prospecter sur les terres pour constater qu'il y avait de l'or dans cette partie, il y avait des diamants et il y avait ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelle les terres bitumeuses qui sont recherchées maintenant. Et il y a eu beaucoup de terres rares. Et donc, on a mis là-bas, Des il terres y a même rares, vous faites allusion au coltan, c'est ça? le coltan, mais tout ce qui est lié tout ce qui est lié à cette qualité-là, vous voyez. Il y a des filons du coltan qui viennent de d'autres parties du Congo démocratique. Hein, c'est le même filon qui viennent jusqu'à chez nous. Et j'ai Vous découvert. êtes maître, pardon, vous êtes en train de nous apprendre qu'au pool, il y a tous ces minéraux-là. Oui, 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 oui. Mais d'ailleurs, quelque chose d'intéressant, parce que plusieurs fois, on m'a dit, mais même à Genève, on m'a posé la question, on m'a dit, mais à quoi c'est dû? Et comment ça a commencé? Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir qui portera sur l'ouvrage de Maître Dominique Nkunku intitulé Le sang et l'or du génocide. Nous parlerons également de l'accord cadre entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, non sans évoquer la loi Moébara. Voilà qui va caractériser, bien entendu, notre entretien aujourd'hui avec notre invité que j'ai déjà nommé Maître Dominique Nkunku. Bonjour, Maître, et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Monsieur Perrin, et merci de m'accueillir encore. Et bonjour à tous vos téléspectateurs. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore sur notre plateau. Bonjour, bonsoir à vous aussi qui venez de nous rejoindre sur Teler TV. Si vous êtes là pour la première fois, en tout cas, moi, c'est Christian Perrin. Maître Dominique Nkunku, nous vous avons déjà reçu sur ce plateau. On avait parlé de votre livre qui s'intitulait, ou qui s'intitule, puisqu'il existe encore, Le génocide des Laris. Aujourd'hui, nous revenons sur ce même plateau, cette fois-ci pour parler d'un autre ouvrage, Le sang et l'or du génocide. Du génocide, donc, des Laris, à le sang et l'or du génocide. Quelle nuance? En fait, lorsque le livre Le génocide de Lari était né, dans le contexte que je vous ai expliqué la dernière fois, quand j'étais interpellé par la situation de Soumouna, et puis je me suis rendu compte que c'est tout le pays Lari qui était dans cette tourmente.
quand je l'ai écrit, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Et je crois que jamais un livre n'avait autant fait tanguer le pouvoir du Congo. Quand vous dites Et les réactions positives, négatives, menaces, ou de quoi parlez-vous exactement? à l'époque, c'était plutôt des réactions négatives et des menaces. Des menaces, pour preuve, je suis, comme on dit, persona non grata au Congo, Persona non grata. dans mon pays. Et vous savez que beaucoup de Congolais ne savent pas que j'avais eu beaucoup de possibilités de changer de nationalité, en l'occurrence de prendre la nationalité française, et je l'avais refusé. Maintenant, je me demande si j'avais tort ou raison. Et donc, je n'ai que la nationalité congolaise. Et il se trouve que avec tous ces problèmes, je n'ai pas de passeport. Donc, vous voyez jusqu'où c'est allé. On voulait même me juger, je crois, au Congo. Mais bon, je ne sais pas où sont parties ces menaces. De toutes les façons, les gens au pouvoir là-bas, ils ont déjà eux-mêmes des procès sur la tête. Hein. Mais est-il que ça a été très, très menaçant. Il y a eu des émissions, j'ai été traité de tout, de tout ce qu'il fallait, tout. Euh, Compris, j'ai été attaqué professionnellement, j'ai été attaqué familialement, j'ai été attaqué de beaucoup de manières. Beaucoup de manières. On m'a Alors, même. donc, cela veut dire que la situation a quand même évolué. Alors, si hier, les gens ne croyaient pas, il y a eu des réactions, vous l'avez dit, négatives, menaces. À la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, justement, c'est qu'une année après, une année après, c'est ce qu'on appelle les revues périodiques, c'est-à-dire que les États sont examinés, disons, par le monde entier, si je peux dire. Et il Vous s'est trouvé parlez que là des examens périodiques qu'organisent les les Nations institutions Unies, des Nations Unies, les, oui. les Nations Unies, et particulièrement à Genève. Et comme on dit, Dieu fait bien les choses, il s'est trouvé que, donc en 2019, c'était l'année où le Congo était examiné. C'est-à-dire qu'on examinait la situation des droits de l'homme au Congo, droits des femmes, droits des enfants, enfin beaucoup de choses. Et on est tombé sur cette fameuse crise du pool, hein, la guerre du pool, comme on disait. Et alors, moi aussi, j'étais à Genève, j'ai organisé une conférence. Ils sont venus à peu près plus d'une centaine de délégations. Vous savez, le Congo ne fait pas les choses à moitié pour aller défendre le mensonge. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a demandé au Congo, bon, OK, puisqu'il y a un débat sur le problème de ce que j'appelle moi les pays laris, puisqu'il y a un débat, dans ces cas, organisez-vous pour que nous puissions envoyer qu'il y ait une délégation internationale qui soit mise en place, une équipe qui fasse une enquête internationale. Ça me paraissait la chose la Le plus logique. noble, la plus logique même, et même qui valorisait notre pays. Et moi, je m'inclinais par rapport à cette demande-là. Et figurez-vous, contre toute attente, le Congo a refusé, a accepté les demandes les plus banales, mais sur ce point-là, le Congo a totalement refusé. Le Congo a refusé l'enquête. Le Congo a refusé l'enquête internationale. Alors, vous savez, pour moi, c'était, comme on dit, du pain béni, parce que les Makosso qui avaient écrit que le génocide est un génocide imaginaire, les Luanga, Vous parlez de quel Makosso? Makosso, c'est un nom commun au Congo. Vous faites allusion à qui exactement? c'est celui qui est devenu À Premier ministre. l'actuel Premier ministre Anatole Koliné Makosso, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Il a écrit un livre Un dessus. génocide imaginaire. Pour lui, c'était le génocide était un génocide imaginaire. Comme le génocide était qualifié d'imaginaire, donc évidemment, il croyait s'être tiré d'affaire. Mais en réalité, imaginaire ou pas, lorsqu'un pays est accusé de génocide, le minimum qu'on puisse faire, c'est de pouvoir enquêter. Et, Naturellement, lorsque, oui. et si l'enquête, mais une équipe indépendante, si l'enquête était faite et que il avait été conclu qu'il n'y a jamais eu de génocide, qu'en effet, c'est Kunku qui a inventé ce génocide, moi, je me serais incliné. Je suis un avocat et je respecte ce que c'est quand les enquêtes sont bien menées, où je peux les contester si elles ne le sont pas, mais quand elles sont bien menées, je les respecte. Mais
il s'est trouvé que le Congo, comme je disais, venu en délégation à Genève, a été dans une situation où ils ont carrément refusé. Et dans le livre, j'ai récapitulé, pour ceux qui veulent le lire, j'ai récapitulé euh, un tableau, le tableau qui existe aussi aux Nations Unies, de toutes les demandes faites au Congo, de l'évaluation, mais de la réponse du Congo. Et il se trouve que vraiment, il avait été coché non. Donc, si le Congo refuse une enquête internationale, ce n'est pas une enquête demandée par les voisins, demandée par ceci, demandée par Kunku, mais c'est une enquête qui est demandée au niveau international. Et alors, le Congo, donc, on peut penser que c'était là un signe d'aveu, c'est ça? Ben, c'est plus qu'un signe d'aveu, c'est un aveu. C'est un aveu parce que l'histoire du génocide, c'est quand même une affaire judiciaire. Hein. Il s'agit de la justice internationale, certes, mais c'est une accusation très grave. Évidemment, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Alors, après cette étape, vous avez donc décidé à continuer avec votre ouvrage, c'est cela? Est-ce que ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est ce qui se rapporte à votre ouvrage sur le génocide de Lari ou bien l'ouvrage dont on fait état ici, donc le sang et l'or du génocide? Ah non, non, non. Là, nous sommes déjà sur le terrain du sang et l'or du génocide. Ah, tous ces éléments, parce que les gens s'étaient beaucoup énervés quand il y a eu la sortie dénonciatrice du génocide de Lari, mais ce n'était qu'une dénonciation. J'établissais quelques faits et puis je les mettais en concordance avec la loi de 1948 qui touche la convention qui touche le génocide. Et donc, je faisais des rapports. Mais ça les a énervés. Mais là, il s'agit de la deuxième phase, finalement. Alors, de la deuxième phase, dites-vous, le sang et l'or du génocide. Est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi ce titre, le sang et l'or du génocide? Il y a quel lien d'abord entre le sang et l'or? Lorsque vous parlez de l'or, c'est le sang, donc c'est l'or du sang, on pouvait dire. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur le titre? C'est-à-dire que le sang, c'est ce qui a coulé. Et il y a beaucoup de témoignages, surtout maintenant avec le recul, les témoignages sortent. Beaucoup de témoignages sont enrayés, mais il faudrait les sous-titrer, les traduire, ainsi de suite. Donc, beaucoup de témoignages sortent. Donc, il y a eu du sang de versé. Il y a eu comment on appelle ça? Les témoignages qui disent quoi? Il y a eu massacre, il y a eu expédition militaire, il y a eu exécution. Il y a eu viol, il y a eu, ça c'est les éléments caractéristiques quand même du génocide. On a coupé les arbres, vous voyez, hein, c'est-à-dire que si vous connaissez ce qu'on appelle le cool. On a donc détrôné les arbres, on a brûlé les villages, c'est ça? On a mis du poison dans les rivières, on a détolé les maisons. Donc, et évidemment, et cela, et d'ailleurs, ça avait été à un moment donné, un grand combat. J'avais noté que ça ne se passait qu'au milieu Lari. Et ce qui fait que j'ai eu le tollé du gouvernement, j'ai eu le tollé du pouvoir, pardon, des compatriotes aussi. Hein. Pour les gens, j'étais celui qui divisait la nation. Mais j'ai dit non, c'est pas moi qui divise la nation, c'est eux qui la divisent et qui veulent la détruire. Donc, dans tous les cas, un crime reste un crime, hein, quel que soit l'auteur et quel que soit le contexte, c'est un crime. On ne peut pas donc mêler, disons, ethnie, et puis bon, voilà, c'est un crime, c'est un crime. Prenons ça comme ça. Alors, donc, vous étiez en train de nous expliquer le titre de votre ouvrage, Le sang et l'or du génocide. Alors, vous nous avez parlé du sang, il y a eu carnage, massacre, il y a des villages qui ont été, disons, saccagés, brûlés, selon les termes qu'on utilise. Alors, l'or, ici, c'est quoi déjà? Mais en fait, j'étais surpris par un appel d'une compatriote qui m'a dit, mais Maître Kunku, est-ce que vous savez que pendant qu'on était en train de chasser les laris de leur pays, de leur village, vous voyez, on avait envoyé des équipes prospecter sur les terres pour constater qu'il y avait de l'or dans cette partie, il y avait des diamants et il y avait
ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelle les terres bitumeuses, et qui sont recherchées maintenant. Et il y a eu beaucoup de terres rares. Et donc, on a mis là-bas, Les terres il y a même rares, vous faites allusion au coltan, c'est ça? le coltan, mais tout ce qui est lié tout ce qui est lié à cette qualité-là, vous voyez. Il y a des filons du coltan qui viennent de l'autre partie du Congo démocratique. C'est le même filon qui viennent jusqu'à chez nous. Et j'ai découvert. Vous êtes maître, pardon, vous êtes en train de nous apprendre qu'au Poul, il y a tous ces minéraux-là. Oui, 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 oui. Mais d'ailleurs, quelque chose d'intéressant, parce que plusieurs fois, on m'a dit, mais même à Genève, on m'a posé la question, on m'a dit, mais à quoi c'est dû et comment ça a commencé? Et bien, c'est à partir de là que j'ai découvert comment ça a commencé. Il se trouve qu'il y avait, je crois, un confrère, Larry, qui était de Kindamba, et qui savait qu'il y avait il y avait du diamant, il y avait de l'or, enfin, comment dire, donc si j'ai bien compris, tous ces minéraux-là existent depuis bien longtemps. Quelqu'un avait su qu'il y avait ces minéraux dans le Poul, c'est ça? Voilà. Et donc, il est allé chercher du secours, un peu comme quand on va chercher des subventions. Mm-hmm. Et il est allé chercher des subventions au ministère de Mines. Et on lui a dit, ah non, attendez, donnez davantage d'explications. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a mis Yoka, je crois que c'est Yoka qui s'appelle. Vous parlez d'Emmanuel Yoka, c'est ça? Oui, c'est ça, qui était devenu, je crois, le député de Vinza. Voilà. Et aussi invraisemblable que cela paraisse. Je ne dis pas par là qu'il n'a pas le droit de devenir député là-bas. Mais dans les circonstances, dans cette réalité-là, on ne comprend pas ou on n'a pas compris, en fait, pourquoi tout d'un coup Yoka a été propulsé pour être député là-bas. Mais en réalité, il était à la manœuvre. Il était à la manœuvre. Et c'est lui, on l'a mis là-bas la nuit, qui charriait beaucoup comment on appelle ça, beaucoup de minéraux en direction de la capitale. Ntoumi, la dernière fois, je vous avais dit qu'il s'était présenté comme quelqu'un de Soumouna, ce que j'ai décrié. Maintenant, évidemment, c'est une vérité. Mais vous savez que Ntoumi, pourquoi son quartier général était vers Kindamba, vers Vinza, justement? Vers Vinza, là où Emmanuel Yoka est député, c'est cela. Voilà. Et donc vous voulez nous dire que tout cela n'a été qu'un montage, une façon de vouloir contrôler les minerais qui sont dans cette zone, c'est ça? Exactement. Et en fait, toute cette zone, Lari, c'est une zone qui est très riche. Et d'ailleurs, le Congo est très riche en minerais. Et ce n'est pas pour rien, tout à l'heure, certainement on parlera du fameux accord cadre. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un comme le Rwanda a flairé pour venir au Congo. Le Congo est très riche en minerais. Alors, donc, on va y arriver. Mais maître, revenons un peu sur, évidemment, le titre de votre ouvrage, Le sang et l'or du génocide, comme on l'a dit. Vous étiez en train d'expliquer ce que voulait dire l'or dans ce titre. Vous parlez des minerais qui sont dans le Poul et qu'il y a eu même des équipes d'exploration des minerais. Donc, vous voulez, si j'ai bien compris, ce qui s'est fait au Poul a été une forme de déportation forcée, c'est cela? C'est une déportation forcée, une véritable déportation pour libérer forcée. la zone et puis probablement... Et justement, pendant que la zone était libérée, la même zone était explorée. On voulait établir une nouvelle carte minière du Congo, et particulièrement cette région-là. Et il se trouve que parmi les sociétés, il y a une société qui est espagnole et dans laquelle la fille de Sassou était ou est toujours associée. Vous savez, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette Parlez de Claudia? Claudia, voilà. Donc, Claudia est associée. Pendant que son père envoyait des militaires là-bas pour aller tuer les Laris, c'est le sang, et Claudia explorait les mines avec ses associés et ses partenaires. Et c'est ça le côté or. Alors, ça veut dire que, maître, parce que moi, j'aime bien faire les émissions avec les avocats, les juristes, parce que j'ai beaucoup plus confiance en eux, parce que lorsqu'ils parlent, je suppose qu'ils ont des éléments d'appréciation, ils ont des preuves, et donc ce que vous êtes en train de dire est documenté, c'est cela? Tout à fait. C'est documenté et c'est démontrable c'est démontrable. Il y a même eu un organisme, une ONG que vous connaissez, Global Witness. Global Witness. Qui a pointé ce problème-là.
Et il s'est trouvé que lorsque mon équipe a cherché à les joindre, la fille qui s'en occupait est partie pratiquement, comme on dit, notamment de Global Witness. Donc, c'est des réalités, cela. Parce que pour fonder nos combats, il faut que nous apprenions à fonder les vérités qui nous font bouger. Et donc, ce livre, c'est pas étonnant, d'ailleurs, on a fait peu de publicité sur ce livre. Donc, il y a eu l'or qu'on a recherché, il y a l'or qu'on a exploré et exploité pendant que le terrain était totalement vide. Parce que cette déportation, vous voyez bien, qu'est-ce qui s'est passé le plus? C'est que pendant cette période, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté leur terre, leur village. Il y a même des vieillards, il y a des images qu'on a où les vieillards, à la limite, il faut vraiment les tenir pour qu'ils puissent avancer. Mais pendant Et, que est-ce que vous avez des gens sur place qui sont allés vérifier la zone, si elle est toujours occupée ou non? Il y a quoi maintenant là-bas? Qu'est-ce qu'on a installé sur Mais ce qui est étonnant, cette zone? vous savez, dans cette zone, on a mis des tentes blanches, hein, c'est pas des bâches Des blancs, bâches? des bâches blancs. Et ces bâches avaient deux fonctions. D'abord, c'est le signe que le peuple qui est là n'a plus de maison. Curieusement, jusqu'à présent, juste au moment où je vous parle, ces bâches existent toujours. Je les ai vues à Sumona, je les ai vues. Qui abritent les populations là-bas, ou bien c'est des Oui. bâches qu'on a placées comme ça, justement? Non, mais c'est des bâches qu'on a placées avec un double rôle. Le premier rôle, c'était les populations n'avaient plus de maison. Donc, c'est la preuve vraiment qu'il n'y a plus eu de maison. Donc, ces bâches servent de maison. Des maisons un peu comme chez les Touaregs, hein, c'est-à-dire qu'on se déplace pratiquement, on devient nous qui avons une culture sédentaire. En Des fait, nomades, alors. voilà, c'est le nomadisme qu'on a installé. Mais dans le même temps, ces bâches servent de repère. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vous ai dit que le but était d'arriver à établir une nouvelle cartographie de la zone minière que représente cette partie-là. Et cette cartographie s'appuyait sur ces points qui sont des points d'accès, comme on dit, des checkpoints, donc qui permettent de nommer exactement, de mettre sur une carte, de donner des signes véritables. Un repérage des lieux, c'est ça? Voilà, voilà. Et je crois que moi, bon, là c'est en termes de civilisation, je dirais que même ces bâches auraient pu servir dans le bombardement véritable de cette population. Parce que ce qui anime le pouvoir, c'est vraiment vider cette population, cette Cette terre, cette zone. partie, cette zone de sa population, de telle façon qu'il n'y ait plus désormais que une sorte de zone où on peut faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Ce qu'on peut faire, ce qu'on veut. Et donc, la richesse de cette terre est devenue la source, la raison pour laquelle on a versé du sang. Parce que regardez bien, vous connaissez cette situation, quand ça s'est passé là. Tout le monde était envoyé pratiquement à Brazzaville. C'est là qu'on a mis des campements, on ne sait pas comment on appelait cela, mais des zones de campement. Oui, Maître Dominique Concours, vous nous avez parlé aussi vous avez prononcé le nom de Ntoumi, enfin, Pasteur Oui. Ntoumi, comme on l'appelle, Oui. Frédéric Binsangou. Le rôle de Frédéric Binsangou là-dedans, c'était quoi? Et vous avez dit qu'il n'est même pas de Soumouna, alors que beaucoup l'ont fait passer pour un natif du Poul, et puis voilà, qui défendait la cause du Poul. Non, ça c'est justement, ça a été beaucoup utilisé, cette logique militaire. C'est-à-dire que le pouvoir désigne son ennemi, et c'est un ennemi qu'on poursuit partout, et pendant ce temps, pendant qu'on les poursuit, on tue la population au fur et à mesure, vous voyez. Mais Ntoumi, moi, la question qu'il faut d'abord se poser, pourquoi fallait-il qu'il aille à Kindamba? Pourquoi il soit là-bas avec Yoka et tout ce monde? Pourquoi? Mais parce que s'il voulait faire sa révolution, enfin, son tchéguevarisme,
Est-ce qu'il aurait pu se mettre à Ngangalingolo? C'est pas, ainsi de suite. Mais pourquoi là-bas? Mais il est allé là-bas uniquement parce qu'il faut savoir aussi que Ntoumi a exploré des zones minières là-bas. Hein. Ntoumi a exploré des zones d'or. Nous savions qu'il explorait du bois. Il Ça, on le exploitait du sait. bois. Il Et là, vous nous exploite du bois. apprenez qu'il exploitait aussi les minerais, c'est ça? Oui, oui, oui. Mais au service du pouvoir. Et Yoka, c'était la partie politique qui supervisait l'ensemble. Donc, qui garantissait finalement la sécurité pour les exploitants, mais aussi pour les gens comme Ntoumi. Donc, vous êtes en train de nous dire, maître, que Ntoumi, en fait, c'est quelqu'un qui travaille avec Denis Sassou Nguesso, c'est ça. C'est un homme du système, c'est ça? C'est un criminel du système. Un criminel du système. Ntoumi, c'est la main armée pour que les gens soient tués. Ntoumi, il joue pour l'instant. Il joue. Mais il ne sait pas que de plus en plus, il est pris dans la nasse. Il est pris dans la nasse. Donc il n'est pas du pool, c'est ça. On peut retenir cela, qu'il n'est pas du pool, c'est ça? Eh bien, j'ai lu récemment qu'il était même du Congo démocratique. Je l'ai lu. Je n'ai pas eu le temps d'approfondir la recherche. Mais c'est une piste qui mérite d'être explorée. Le Congo est traversé par beaucoup d'influences qui font que, y compris les influences humaines, en termes de migration des populations. Et si les migrations ailleurs sont source d'enrichissement, et pour le cas du Congo, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'immigration qui s'est produite là a engendré une situation catastrophique pour les Congolais. L'exemple de Ntoumi. Maître Nkoukou, donc cela veut dire que votre ouvrage, Le sang et l'or du génocide, est un ouvrage qui porte sur des faits réels, vérifiables, c'est ça? Oui. Justement, ce livre est un livre qui vient corroborer les éléments qui ont été analysés en termes d'analyse dans le génocide de Lari. Mais celui-là, c'est les faits. Quand j'ai dit que le Congo a refusé qu'il y ait une enquête qui soit menée, une enquête internationale qui soit menée sur son sol, c'est un fait. Aujourd'hui même, vous pouvez chercher ce qu'on appelle les évaluations du Congo de 2019. Les années 2000, voilà, oui. Vous verrez cet élément-là. C'est pas moi qui l'invente, c'est eux-mêmes qui l'ont signé. Donc, ils ont refusé. Si ça a été un fait, l'autre fait, c'est l'histoire de la zone minière que représente Kindamba, Kindamba Ngwedi, Binza, tout ce monde-là. Quand j'ai dit que Yoka, on l'a parachuté là-bas, c'est parce qu'il était pratiquement le garant politique de l'exploitation minière. C'est une vérité. Quand j'ai dit que Ntoumi, j'ai d'ailleurs ma belle famille qui est là-bas, hein, et qui exploitait, qui élevait des bœufs, tout cela. Mais tout ça, c'est les Ntoumi et son groupe qui ont tout détruit. Hein. Évidemment, chose curieuse, c'est que depuis qu'ils ont signé les accords de paix, c'est comme ça qu'ils appellent ça, entre le gouvernement congolais et la milice Ntoumi, plus rien n'a avancé, on est resté dans le statu quo. Donc ce monsieur sorti du maquis circule librement, il n'est jamais interpellé, ni par la justice, ni par la police, ni par personne. Donc en réalité, il est libre, c'est ça. Il est totalement libre et non seulement il est libre, il s'est enrichi. Avec ces fameuses planches, hein, il s'est enrichi. Il s'est enrichi avec l'exploration minière. Évidemment, ce monsieur qu'on a qualifié de terroriste, j'ai même entendu dire, Thierry Mongala, qu'on ne négocie pas avec les terroristes, c'est un terroriste. Mais aujourd'hui, plus personne n'en parle. De toutes les façons, j'ai envie de dire pauvre Mongala, on lui fait dire tout ce qu'on veut. J'espère qu'un jour, il sera un véritable homme politique, hein, c'est-à-dire qu'avec une analyse propre. Mais dans l'état actuel, c'est un feignant qu'on utilise
On lui fait dire ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'il a dit quand maintenant ils ont négocié? Puisqu'on ne négocie pas avec un terroriste. Alors, Maître Dominique Koukou, est-ce qu'on peut penser que ces événements, tels que vous venez de les expliquer d'ailleurs, parce que vous parlez du sang, vous avez expliqué tout à l'heure, le sang qui a coulé, les populations qui ont été massacrées, des villages rasés, vous avez même parlé des arbres qu'on a coupés, des arbres fruitiers, j'imagine. Vous dites l'or, c'est parce qu'évidemment, il existerait, bon, jusque-là, je place encore ça en parenthèse, et alors donc les mines, les minerais qui existeraient dans le pool. Vous avez parlé de l'or, ben voilà, des terres rares et bien d'autres. Est-ce que on peut penser qu'il y a finalement un lien avec l'accord cadre que venait de signer le Congo-Brazzaville avec le Rwanda, notamment dans la concession de 12 000 hectares des terres arables du Congo au Rwanda. Et les zones qui ont été, je crois, circonscrites, parmi ces zones, naturellement, doit se retrouver aussi cette partie, cette zone. Mais vous voyez, même quand vous dites, vous parlez de ces accords, vous parlez des terres arabes, oui. Arabes. Mais en réalité, l'accord ne porte pas sur les terres arabes. L'accord porte sur les terres minières. Et oui, les éléments, vous lirez vous-même, vous relisez, je vous proposez une lecture, vous voyez. Et quand il faut savoir que les Congolais doivent savoir que les partis qui ont signé cet accord sont des partis valables, sauf si l'on mettait en cause l'existence de ce gouvernement. Donc ça signifie que cet accord existe, l'accord cadre existe et lie le Congo. Donc il n'y a plus à le penser comme une sorte de futur, mais c'est une réalité actuelle. La seule chose qu'on ne voit pas, c'est que normalement, c'est un accord de partenariat réciproque. Mais on ne dit pas quelle est la réciprocité que gagne le Congo au Rwanda. Ce n'est pas dit quelque part. Il faudrait savoir aussi que cet accord... Et quelle aurait été la réciprocité? Ce que le Congo aurait gagné au Rwanda, dans le cas d'espèce? Avant de signer un accord, c'est ce qu'on devrait nous présenter. C'est ce qu'on appelle le préambule, vous voyez. Compte tenu de cela, de ceci, de la relation qui existe entre le Congo et oui, ceci. Est-ce que c'est la réciprocité dont vous parlez, n'est-ce pas, les 100 milliards proposés par le Rwanda pour, bien sûr, l'acquisition des zones spéciales, des zones économiques spéciales? Oui, mais là, ça devient grave. Ce n'est plus un accord cadre. 100 milliards, c'est un achat. Quand tu sors ton annonce, tu peux acheter quelque chose. Donc, on a vendu une partie du Congo. Ce n'est pas un accord cadre dans ce cas-là. Un accord cadre, c'est de oui, mais parce qu'on a dit le Rwanda va investir et l'investissement qu'on nous a présenté, ce sont les 100 milliards. Alors, vous étiez en train d'expliquer qu'il n'y a pas réciprocité dans cet accord. Tout à fait, il n'y a pas réciprocité. Deuxièmement, attention, les gens ont parlé, c'est un accord dont la durée est illimitée. Illimitée, oui. La durée, elle est illimitée. Parce qu'avant, on me disait c'était 15 ans, je ne sais pas combien, mais c'est une durée illimitée. Comment interprétez-vous cela? Comment interprétez-vous cela, maître? C'est une vente du Congo. C'est une cession d'une part du Congo. Parce que surtout que c'est signé dans un cadre comme celui-là, les Rwandais revendiqueraient cette partie du Congo. Pour quel intérêt le Congo vendrait-il une partie de son territoire? En fait, l'intérêt, ce n'est pas le Congo, l'intérêt, c'est le Rwanda. Il faut savoir que c'est la guerre minière que le Rwanda a menée contre le Congo démocratique. Actuellement, le Rwanda est capitalisé comme étant parmi les premiers producteurs de coltan. Mais ils n'ont pas un gramme de coltan chez eux. C'est pareil pour l'or. C'est pareil pour toute cette partie de l'Est. J'ai des amis qui sont là-bas,
des amis universitaires, mais qui me parlent avec tristesse de leur région. Ils n'ont plus le contrôle de leur région. Et même le Congo lui-même démocratique, quand on a mis Kabila à la tête, Kabila, tout le monde le sait, c'est un Rwandais. Donc, je crois que le Congo, c'est un peu comme... c'est un pays qui n'est pas gouverné, ou tout au moins, dans la gouvernance, manque d'intelligence. Vous pensez bien que c'est l'agriculture qui intéresse le Rwanda, vous plaisantez. Ce qui intéresse le Rwanda, c'est les mines. Et c'est le même filon qui... Nous sommes des voisins quand même du pays. Vous voulez parler de la RDC? Oui, oui, la RDC. C'est les mêmes filons qui continuent. Comme il est beaucoup combattu en RDC, mais maintenant il vient chercher là où les gens dorment encore. Au Congo-Brazzaville. Là, ils ont un soulard à la tête du gouvernement. Évidemment, on peut signer ce qu'il veut, ce qu'on veut. Hein. Alors, vous dites que c'est la vente du Congo. Donc, on a vendu une partie du Congo. Je suppose que c'est une haute trahison. Bien entendu. Quand on essaie d'interpréter la constitution actuelle là, du Congo-Brazzaville, c'est une haute trahison. Mais en dehors de cela, et comme on a toujours répété, de toute façon, tout le monde le sait aujourd'hui, que ces accords ont été signés en violation flagrante d'ailleurs de la Constitution, des lois et règlements de la République. Quelle crédibilité peut-on donner à ces accords? Mais si l'on part de l'idée que c'est un gouvernement légitime, ça signifie que ces accords ont définitivement donné, puisqu'ils ont définitivement donné le Congo au Rwanda. Mais comment faire? La question, comment faire? Et curieusement, ils ont limité les voies de dénonciation. La dénonciation, elle n'est pas judiciaire, elle est diplomatique. Donc, aucune poursuite judiciaire n'est possible. En tout cas, je ne l'ai pas lu à l'intérieur. Vous voyez? Oui, mais est-ce que pour autant, les Congolais ne peuvent pas rester en justice? Ils peuvent, au nom de la souveraineté. Ils peuvent au nom de la souveraineté. Ils le doivent d'ailleurs. Au nom de la souveraineté, ils peuvent le faire. Mais comment s'y prendre? Mais comment s'y prendre? Moi, je pense que il faut poursuivre les deux, le Rwanda et le Congo actuellement. Mais encore faut-il que les Congolais apprennent à travailler ensemble. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que on n'a pas encore appris à travailler ensemble pour être riche, pour être fort. Oui, mais est-ce que les gens sont obligés d'être ensemble pour être forts? Trois personnes déterminées ne peuvent pas le faire? Non, mais justement, c'est ça aussi. Mais il faut trouver ces 2 ou 3 personnes. Vous voyez? Nous avons des avocats brillants. Les gens passent tout leur temps à jeter des pierres sur les avocats. Personne ne fait attention à nos avocats, à leurs difficultés. Moi, je me rappelle, quand j'étais hospitalisé, j'ai entendu beaucoup de choses qui avaient été dites sur moi, mais j'étais hospitalisé à Paris. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre différemment. Là, oui, nous sommes vraiment en danger. Et donc, je disais, mettre le lien, comme vous l'avez dit, on peut établir donc le lien entre ce qui s'est passé dans le Pool, le génocide dont fait État, et ces accords. Cela veut dire qu'il fallait d'abord baliser le terrain, comme tu dirais, hein, nettoyer le terrain, et puis naturellement s'assurer qu'il y avait évidemment ces minéraux-là, et puis voilà, procéder à la vente de la zone, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. De toutes les façons, nous sommes en terrain réellement d'achat. Puisque vous avez dit vous-même qu'on a versé 100 milliards au Congo. Donc, si on verse 100 milliards, si on veut investir... Pour les zones spéciales, hein, la zone Maluku, bien entendu. 100 milliards. Mais oui, mais ces 100 milliards correspondent à quoi? Ils correspondent à c'est pas un investissement en disant je viens investir telle chose, mais disons correspondent à l'achat d'une zone qui est
rentable, vous voyez. Mais quand Une on zone, voit... curieusement, une zone où le Congo a investi 250 milliards et on revend ça à un tiers pour 100 milliards. Curieux. Ben oui. Alors, Maître, nous allons peut-être terminer par là. Un mot sur, il y a une autre loi qui fait parler d'elle d'ailleurs, c'est la loi Mouebara. Mouebara fait couler, mais vraiment beaucoup d'encre et de salive. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de cette loi qui porte sur, bien sûr, la protection de la femme. On a dit, hein, c'est contre les violences faites aux femmes. Mais Mais, déjà, rien que le libellé, le nom d'abord de la loi. il faudrait savoir que le Sassou a un plan, Mouebara, du même nom. En fait, c'est un plan génocidaire. Et dans ce génocide, on a tué des femmes, on a violé des femmes. Et voilà qu'on vient nous pondre une loi qui s'appelle Mouebara pour défendre des femmes. Mais pendant qu'on en parle, maître, est-ce que réellement la loi, le plan dont vous faites état là, il existe, il est réel? Ah oui, oui. Le plan Mouebara. Ah oui, bien sûr. Ah, le plan Mouebara existe. Hein. Si vous voyez simplement, j'en ai fait une ébauche, enfin j'en ai tiré quelques parties dans les génocides de l'Ari. Hein. Non, non, ce plan existe. Hein. C'est quoi l'objectif de ce plan? Qu'est-ce qui Mais est c'était détaillé? d'abord un plan qui était mis, qu'on appelle ça, secret défense. Et l'objectif, c'était arriver à faire que on voit, en fait, il fallait attaquer toute cette partie-là qui maintenant est vendue, vous voyez, y compris la zone Yari, ainsi de suite, vous voyez, qui est maintenant vendue au Rwanda. Donc, comme je me rappelle, à cette occasion-là, j'avais parlé sur RFI pendant pratiquement une heure sur ce problème-là, sur ce qui existait. Parfois, Dieu fait grâce, hein, vous voyez, on fait échouer des plans, mais on l'a fait échouer militairement, sauf que maintenant, politiquement et économiquement, il a rattrapé la chose. Non, le plan Mouebara, ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Hein. Telle que la loi Mouebara est déjà adoptée aujourd'hui, vous me dites que vous avez pris connaissance de cette loi. Quelle interprétation faites-vous de cette loi? Mais pour moi, c'est d'abord la complaisance. On est complaisant envers sa sou, envers sa mère, envers tout ce qu'on veut. Mais en réalité, est-ce que cette femme était battue? Est-ce qu'il s'est... Quand on donne un nom, il y a une valeur symbolique. C'est comme j'ai vu qu'on avait donné un passeport diplomatique au mari de Claudia en disant mari de la fille du président. C'est-à-dire, ça, c'est la profession. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, dans le cas d'espèce, oui, pour moi, c'est une loi. Les femmes, d'autres, ont besoin d'être protégées, ça c'est une chose. Mais bien se débaptiser cette loi, il faut la débaptiser parce que on ne comprend pas que les historiens qui vont écrire l'histoire du génocide, ils vont nous dire que cette loi était véritablement, plutôt le nom Mouebara a été donné à un instrument génocidaire, et puis de l'autre côté, ça devient un instrument de combat contre les hommes, en clair. Enfin, voilà. Donc, il y a une beauté dans la cohérence politique d'un pays. Mais sinon, c'est vraiment du vandalisme, vous voyez, du vandalisme. Vandalisme des consciences, et vandalisme de l'intelligence. On ne sait pas où on va, mais on va dans un trou. Oui, mais Maître Dominique Nkounkou, évidemment, ça fait quand même beaucoup d'années où les Congolais, j'allais dire ceux de l'opposition, mais aussi les Congolais ordinaires, parce que c'est de leur droit de défendre par tous les moyens ce qui leur est commun, donc le pays, le Congo-Brazzaville. Alors, je disais donc, depuis fort longtemps, on assiste beaucoup plus à des dénonciations, des critiques, mais les Congolais ne sont jamais passés à l'acte. J'allais dire, ça aurait été dans d'autres pays où les peuples, les populations sont beaucoup plus responsables. J'espère qu'il devait y avoir quelques changements qu'on aurait noté au Congo. On parle de 14 000 milliards qui ont été détournés, qui ont pris une destination inconnue. Personne ne réagit. On vend les terres, 12 000 hectares de terres. Personne ne réagit. Génocide, personne ne réagit. Tout le monde est là en train de dénoncer, mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Vous qui êtes déjà dans le domaine,
Hmm. Qu'est-ce qui vous empêche Oui. réellement de vous constituer, c'est-à-dire de vous rassembler avec les autres, par exemple, d'autres juristes congolais, pour commencer tout de même à attaquer en justice tout cela, tous ces responsables des dérives que nous sommes en train De vivre. de citer, de vivre. Oui, vous avez raison parce que les Congolais n'ont pas pris la bataille, n'ont pas pris le combat. On apprenait tout d'un coup, il y a un coup d'État, on apprenait ainsi de suite, mais ça dit que le vrai combat, on ne l'a pas pris. Il faut que les Congolais apprennent le combat. Comme je suis très engagé, j'ai demandé à une très grande avocate que les Congolais ne connaissent pas, qui vient de sortir un livre sur sur les différentes définitions du génocide. Et je lui ai demandé de se constituer autour d'elle une équipe, mais pas seulement des avocats et juristes congolais, pour suivre sérieusement et en profondeur maintenant puisque il y a des remontées, comme je disais, des témoignages, donc des choses qui peuvent réellement servir de base. Vous voyez? Donc, je lui ai demandé cela, on en a parlé la semaine passée. Comme elle est assez dynamique, je pense que d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr que ça va se passer. Il ne donne pas son nom pour qu'on ne puisse pas la persécuter. Vous voyez, je connais comment ça se passe au niveau du Congrès. Mais cela étant, moi, c'est pourquoi politiquement, j'ai lancé le concept notre nation. Vous voyez, il y a maintenant, comme vous dites, on prend la terre, on prend ceci, on prend cela, personne ne bouge. Je voudrais appeler des personnalités comme Nitou, comme beaucoup d'autres, en fait, au lieu que les gens fonctionnent en sanglettant, je veux les appeler dans des échanges pour trouver des stratégies, y compris des stratégies militaires. Parce que je crois qu'au point où nous sommes arrivés, il faut aller à la radicalité. Le pouvoir en place n'est pas un pouvoir raisonnable. Donc, comme il n'est pas raisonnable, il faut lui donner l'arme qui lui convient. Mais c'est une décision. Moi, je la prends et j'en appelle d'autres personnes, en fait, pour que nous puissions travailler de manière sereine. Il faut qu'on se groupe, qu'on puisse mettre en place une stratégie de combat. Une stratégie de combat. Et cette stratégie de combat, les autres peuples l'ont fait. D'ailleurs, on disait au Congo, il n'y a que la lutte qui libère. Hein. C'est bien cela. Hein. C'est cela. Mais alors, elle est partie où cette lutte? Il ne suffit pas de les apprendre aux pionniers, mais il faut vraiment concrètement maintenant lutter. Il faut lutter contre ce pouvoir. Moi, c'est pour ça que, si vous avez remarqué, j'ai toujours tenu à le qualifier. Quand j'ai dit que c'est des mercenaires, et maintenant, en fait, les gens voient ce que c'est qu'un mercenaire. Ils vendent, ce n'est pas leur problème. Quand j'ai dit que c'est des génocidaires, mais pour eux, ce n'est pas leur pays. Et le jour où on va comprendre ça, on va les mettre dehors, sans problème. Mais quand on voit tout le satanisme qui est développé là-bas, le petit, je ne sais pas comment c'est là, le petit potard, là. En tout cas, merci, Maître Dominique Kourou, d'avoir encore été avec nous, de nous avoir consacré votre temps si précieux. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai été très heureux de vous compter encore parmi nous sur TELAR TV. Likez, partagez, et si vous nous avez rejoints pour la première fois sur le canal d'information TELAR TV, ne manquez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos programmes. Je vous dis donc au revoir, on se trouve à très bientôt. Merci.